Bonjour à tous. Bonjour, Denis à l'appareil. Bonjour Denis, vous allez bien? Merci, Bonjour très Denis. bien. Bonjour. Alors, on va vous demander bien évidemment d'éteindre vos micros simplement le temps des présentations. Vous serez libre de les rouvrir tous dès que vous aurez envie de poser une question en fin de session. On va essayer de s'aménager un petit temps de 15-20 minutes pour pouvoir échanger avec nos intervenants du jour. Donc, bonjour à tous, bienvenue. Je suis Antoine Gillot, chargé de recherche pour l'Observatoire de l'action climat non étatique à l'association Climate Change. Je suis entre autres en charge des questions liées à la coopération décentralisée. Bienvenue dans ce second atelier de la session du cycle de formation qu'on organise ici à Climate Change avec le soutien de la DAECT, mais également en partenariat avec CUF, l'AIMF et la FCCRE sur la façon dont les coopérations décentralisées peuvent renforcer leur contribution aux enjeux du climat dans un contexte de finances resserrées et un contexte sanitaire très contraignant. Donc, nous avons commencé nos échanges le mois dernier à l'occasion d'une première séance qui avait pour but de balayer un petit peu les concepts et les enjeux clés du climat en s'appuyant notamment sur des retours d'expérience et de bien d'autres qui nous ont fait le plaisir de leur présence. Donc, on va continuer un petit peu à approfondir ces notions-là en rentrant aujourd'hui dans les savoir-faire de la coopération décentralisée climat et en particulier comment accéder aux compétences techniques particulières qui sont nécessaires à l'évaluation sous l'angle de l'atténuation ou de l'adaptation de ces projets lorsqu'on veut porter des objectifs climatiques en coopération décentralisée. Alors, pour vous présenter Climate Change aussi brièvement, nous sommes une plateforme internationale qui rassemble les acteurs non étatiques, les collectivités, les villes et les ONG. Et puis, nous essayons de soutenir l'action climat à travers des actions d'information des acteurs locaux, grâce notamment à un portail en ligne en anglais et en français, et une cartographie de l'action et des initiatives. Nous essayons également d'analyser l'action climatique à travers l'Observatoire de l'action climat. Nous venons d'ailleurs de publier notre bilan de l'action climat début décembre. Je vous invite grandement à écouter. Et puis nous essayons aussi de mobiliser les acteurs à travers des sommets annuels d'ordinaire et l'animation de coalitions, le plus possible en physique, mais depuis cette année à travers des cycles d'ateliers virtuels pour pouvoir mobiliser le réseau autour de nous. Alors, vous l'avez compris, nous allons donc commencer par un premier temps d'échange avec 4 intervenants qui nous font le plaisir de leur présence aujourd'hui. Je m'excuse d'ailleurs par avance si jamais vous entendez du bruit autour de moi, il y a des travaux à même la cloison voisine, donc c'est parfois un peu embêtant. Donc j'accueille déjà nos invités, Jérôme Boutang, directeur général du site EPA, Fabien Douane, chargé de mission Action territoriale climat, air, énergie au ministère de la Transition énergétique, écologique et solidaire. J'accueille également Fleur Ferry, responsable de la coopération décentralisée au département de Seine-Maritime. Et j'accueille enfin Jean-Charles Lardic, ingénieur Bonjour. général des ponts, des eaux et des forêts, directeur de la prospective à Marseille. Bonjour Jean-Charles. Bonjour. Alors, comme je le disais en introduction, on va essayer de rentrer un petit peu dans les savoir-faire, d'explorer quelles sont les modalités techniques de planification, d'organisation et d'évaluation de l'action climat en général. On va donc essayer de repasser par les concepts de base, qui sont des concepts techniques, des concepts méthodologiques. On va essayer de percevoir un petit peu leur spécificité, les enjeux qu'ils portent, et puis surtout, ensuite, s'appuyer sur des retours d'expérience pour pouvoir explorer la façon de les appliquer dans un contexte de coopération décentralisée et dans un contexte territorial différent de celui qu'on connaît ici en France avec les acteurs qui nous entourent aujourd'hui. Donc, démarrons sans plus attendre. Je m'adresse tout de suite à Fabien Douane, donc chargé de mission Action territoriale, climat, air et énergie au ministère de la Transition écologique et solidaire. Je vais diffuser une petite
un petit PowerPoint sur lequel vous vous appuyez pour vous présenter en quelques minutes. Hein. Ce sera quelque chose de forcément. Voilà. Ok. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien. Bonjour, Fabien, on vous entend bien. Alors l'idée, c'est d'aller commencer par peut-être nous expliquer les grands objectifs climatiques que poursuit la France, mais elle n'est pas seule dans un monde où l'action climatique s'organise autour de la coopération. Quels sont ces objectifs? Quels sont les instruments et le cadre réglementaire existant qui permet de façon obligatoire ou volontaire également d'agir en ce sens? Et puis, quels sont les instruments à disposition des collectivités pour pouvoir les réaliser? Fabien, c'est à vous. Bonjour à tous, donc je travaille à la Direction générale de l'énergie et du climat comme chargé de mission action territoriale et énergie, comme Antoine Gillot vous l'a précisé. Donc vous savez tous qu'on inscrit ce webinaire dans un contexte foisonnant, dans une actualité foisonnante. L'idée, c'est de donner de la lisibilité, des éléments durs sur lesquels vous pouvez vous accrocher pour échanger avec vos élus, avec vos partenaires institutionnels. Donc c'est une présentation relativement technique avec un appui sur quelques slides pour que ça facilite un petit peu la technicité des informations qui vont passer. Alors, en premier lieu, au niveau national, il faut savoir que les objectifs en matière de développement des énergies renouvelables et d'atténuation du changement climatique sont fixés dans le Code de l'énergie via la loi. Et que la dernière loi sur le sujet, c'est la loi énergie-climat de 8 novembre 2019, qui a traduit au niveau national les engagements pris par la France, notamment ceux de l'accord de Paris. Avec dans cette loi le principe de neutralité carbone qui est fixé et la division par 6 de nos émissions de gaz à effet de serre. Elle renforce la loi de transition énergétique pour la croissance verte, votée en 2015, qui fixait l'objectif de réduction de gaz à effet de serre à 40%. On peut faire un petit rappel de l'actualité toute récente. Il y a eu un Conseil européen qui s'est tenu le 11 décembre dernier avec un accord qui est sorti tôt le matin avec un objectif de réduction nette des émissions de gaz à effet de serre dans l'Union européenne de moins 55%. Tout ça pour dire que, pour anticiper une question que vous allez me poser, est-ce que ça remet en cause nos objectifs nationaux? À ce stade, on ne peut pas vous l'affirmer, ça va dépendre un petit peu des répartitions de cet objectif européen entre les États, s'il y aura une tenue compte de l'effort déjà mis en œuvre ou qu'il y aura plus un principe de solidarité entre États. En tout état de cause, le socle aujourd'hui, c'est ce qui est inscrit dans la LEC, la loi énergie-climat de l'année dernière. Le principe de neutralité carbone est important. C'est une notion qui est inscrite dans le premier article de la LEC. Il s'agit d'un équilibre sur le territoire national entre les émissions dues à l'activité humaine et les absorptions par les puits de gaz à effet de serre. En France, pour atteindre la neutralité carbone à 2050, ça implique une division des gaz à effet de serre, comme je vous l'ai dit, mais également une augmentation, une sécurisation des puits de carbone, c'est-à-dire de sécuriser notamment les écosystèmes naturels et les procédés et les matériaux capables de stocker une quantité significative de dioxyde de carbone. Donc, merci Antoine, c'est exactement la slide qui représente cet équilibre. Vous avez sur la partie haute du graphique en bleu hachuré une modélisation d'un scénario qui est indiqué comme AMS, c'est-à-dire qu'il prend en compte toutes les politiques à venir, toutes les politiques sectorielles à venir, les mesures supplémentaires AMS. En bleu, c'est une modélisation de gaz à effet de serre, et en vert, c'est l'état de nos puits de carbone. Donc l'idée, c'est à horizon 2050, avec l'ensemble des politiques sectorielles qui seront mises en œuvre, c'est d'arriver à cet équilibre entre nos émissions et l'absorption. Voilà. Plus concrètement, une décarbonation complète de l'énergie, ça signifie que l'électricité, la chaleur, les carburants
devront être décarbonés dans les 30 prochaines, au fur et à mesure, dans les 30 prochaines années. Et il y a également dans cette stratégie nationale bas carbone une très forte réduction de notre consommation d'énergie, une réduction de l'ordre de 2 à l'horizon 2050 par rapport au niveau actuel. Et j'ajoute par rapport à ces premiers objectifs quantitatifs, quelque chose de très important et qui est véritablement à la main des collectivités, c'est un autre objectif en termes d'aménagement du territoire, c'est le zéro artificialisation nette, qui fait que nous préserverons notre capacité toute naturelle à stocker le carbone. Donc pour parvenir à cet objectif national, il y a effectivement un document cadre qui s'appelle la stratégie nationale bas carbone, qui constitue la feuille de route de la France, et un autre document qui est la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui donne une trajectoire énergétique pour les 10 prochaines années. Ce sont des documents qui sont renouvelés tous les 5 ans, qui sont actés par décret ministériel, qui sont en ligne, publics sur le site du ministère. Comme l'indique le schéma de la slide précédente, c'est la stratégie nationale bas carbone. Elle s'appuie également sur des budgets carbone, sur les petites briques que vous voyez apparaître sur la partie gauche de la courbe. Ces petites briques qui donnent un cap quinquennal à atteindre sur l'ensemble des secteurs, avec une répartition de l'effort qui est modélisée pour chacun des secteurs, le bâtiment, l'industrie, l'agriculture, sur lesquels sont simulés, je pense que le directeur du CETEPA va y revenir de façon plus précise, sont simulées les émissions de gaz à effet de serre en fonction de tel et tel levier que nous allons actionner. Donc là, je passe aux outils territoriaux avec la slide suivante. Donc, on considère que tout secteur d'activité confondu, on considère que la mobilisation des acteurs locaux, c'est un chiffre extrêmement important, représente environ 80%, c'est-à-dire 4/5 des orientations de la stratégie nationale bas carbone, qui repose sur une mobilisation des acteurs locaux. Alors, la déclinaison locale, elle se fait en 2 principales étapes. Vous avez tout d'abord le niveau régional qui doit territorialiser la feuille de route nationale à travers des documents de planification. Ces documents de planification, en fonction qu'on se situe en région métropolitaine, en Corse ou dans les DOM-TOM, ne prennent pas le même nom, mais bon, grosso modo, il doit fixer également un cap sur nos échéances et fixer un objectif à l'horizon 2050. Donc en Ile-de-France et en Corse, il s'agit du schéma régional du climat et de l'énergie. Dans les régions métropolitaines, il s'agit du SRADET, le schéma régional de développement, de l'aménagement, du développement durable et de l'égalité des territoires. Et enfin, dans les DOM, c'est le schéma d'aménagement régional qui contient ces grandes orientations sur les politiques d'aménagement, mais également sur les politiques énergétiques et sur les politiques d'adaptation au changement climatique. Ce sont des documents importants parce qu'ils inscrivent dans le paysage juridique une étape, un seuil entre la stratégie nationale bas carbone et les plans qui vont être élaborés au niveau des territoires, les PCAET. Alors, il y a des liens juridiques qui vont être établis entre ces différents dispositifs. Donc, entre le niveau régional et le niveau national, il y a une notion de prise en compte, et entre le niveau national, et entre le niveau régional et le niveau territorial, entre le PCAET et le SRADET notamment, vous avez des notions de prise en compte ou de compatibilité en fonction des documents et en fonction des chapitres des documents. C'est ce que résume le schéma qui est à gauche de cette diapositive. Alors, le PCAET, c'est un document clé pour chacune des collectivités pour fixer sa stratégie en matière d'énergie renouvelable, d'adaptation ou d'adaptation au changement climatique. C'est un outil qui, généralement, est élaboré à l'échelle de l'EPCI. Il y a des possibilités de regrouper les EPCI ou de l'élaborer à l'échelle d'un pays, à travers un SCOT notamment.
Et c'est un document dont l'élaboration va permettre une mise en branle de l'ensemble des acteurs locaux fédérés par justement les élus de l'établissement public territorial. Alors, c'est un document obligatoire pour les intercommunalités. Il faut savoir que c'est un document obligatoire pour les intercos de plus de 20 000 habitants. Que ce n'est pas le dernier document qui est dans la chaîne de la hiérarchie des normes. Je ne vous ai pas tous mis pour simplifier la diapositive. Et qu'en bout de chaîne, vous avez un document qui est particulièrement chéri de nos élus locaux, qui est le plan local de l'urbanisme. Donc, le PCAET et le plan local de l'urbanisme sont véritablement des outils pour mettre en œuvre la transition bas carbone localement, avec notamment l'usage économe des ressources, la meilleure adaptation aux conséquences du changement climatique, la réduction de l'artificialisation des sols, la rationalisation des besoins en mobilité, l'amélioration de la performance du bâti, que ce soit le patrimoine de la collectivité ou le bâti des particuliers ou des entreprises, et enfin le développement des énergies renouvelables. Tout ça, c'est cadré. La stratégie nationale, elle se décline, elle se territorialise à travers ces documents, en concertation entre les services de l'État, les acteurs locaux et en arbitrage, les élus de terrain. En termes d'objectifs, l'idée, ce n'est pas de calquer les stratégies supra au pourcentage près, mais c'est de pousser au maximum le potentiel de chaque territoire. Quand on peut aller au-delà de la stratégie nationale, il faut y aller. Parfois, on se rend compte qu'un territoire ne peut pas développer, je pense aux grandes agglomérations, elles ne peuvent typiquement pas développer un très gros potentiel d'énergie renouvelable, et notamment l'énergie éolienne, auquel cas, elles vont territorialiser leur stratégie pour développer d'autres énergies. Donc, c'est des politiques qui sont bien à la main des élus locaux pour l'entretien du patrimoine de la collectivité, le parc de véhicules par exemple, et d'autres politiques sont impulsées par les élus locaux. J'accélère, puisque j'ai déjà dépassé mon temps de parole de 10 minutes. Donc, je passe à une toute dernière slide qui vous présente des liens Internet renvoyant vers des outils ou des dispositifs, tels que le plan de relance dont vous avez tout entendu parler. Donc, le plan de relance sur nos questions d'énergie, il va apporter des financements sur les questions de logement, d'urbanisme, de déplacement, d'agriculture et d'alimentation, de gestion des déchets, de forêt, de développement des énergies renouvelables et d'actions transversales. Vous avez tout sur le lien de notre ministère, mais je peux également vous en envoyer une petite synthèse. Auparavant, le ministère avait mis au point cette boîte à outils qui est également en ligne, qui vous offre tout un panel de formations à disposition, de liens vers les dispositifs, les appels à projets, ainsi que le cadrage méthodologique pour à peu près 18 items thématiques sectoriels. Et enfin, un dernier lien qui est plus global, qui va bien au-delà que la notion de transition énergétique, que vous connaissez certainement, c'est la plateforme Aide et Territoires. Voilà. Merci à vous. Merci Fabien pour cette présentation. Et puis, je vais tout de suite le partage d'écran. Voilà. Merci pour cette présentation et puis les liens que vous avez mentionnés à la fin, qu'on partagera évidemment à l'occasion d'un compte rendu de cette session. L'idée étant que vous puissiez aussi découvrir, si vous ne les connaissez pas encore, tout un tas de ressources méthodologiques qui vous sont proposées pour comprendre à la fois le cadre réglementaire en France, comme on vient de le faire, mais du coup aussi de pouvoir comparer à terme ce qui relève de l'institutionnel ou du volontaire lorsque vous allez opérer dans les territoires étrangers. Alors, après avoir posé ce cadre réglementaire qui fixe les méthodes et les instruments de l'action, on va approfondir encore un petit peu plus la méthodologie technique qui entoure une action climat de terrain. Bien souvent, on est amené, pour évaluer l'efficacité climatique au regard des objectifs d'atténuation ou d'adaptation, à évaluer en termes de carbone, d'impact carbone, l'impact de son projet. Pour cela, on réalise à différentes échelles, nationales, locales ou même à l'échelle d'un projet,
appelle parfois des inventaires d'émissions. Dans d'autres cas, on parle plutôt de bilan carbone. J'ai invité Jérôme Boutang, directeur général du CITEPA, pour nous en parler aujourd'hui. Merci d'avoir partagé cette slide. Alors, le CITEPA, on le rappelle, c'est une association qui est également opérateur d'État pour notamment le ministère de la Transition écologique et solidaire. Ça veut dire que vous réalisez les inventaires d'émissions de gaz à effet de serre et vous êtes notamment depuis de nombreuses années, puisque vous exercez le CITEPA exerce depuis les années 60, vous êtes à l'origine de nombreux outils et instruments qui sont aujourd'hui utilisés partout en Europe pour mesurer, suivre et évaluer la pollution de l'air et également les émissions de gaz à effet de serre, en particulier à l'échelle nationale. Est-ce que vous pouvez nous résumer les enjeux qui entourent cette évaluation carbone, les métriques existantes, les méthodologies parfois complexes qui permettent d'évaluer l'impact carbone d'un projet ou de dresser un inventaire d'émissions? Jérôme, c'est à vous. Merci Antoine et bonjour à tous. Merci Antoine pour cette introduction. Effectivement, je crois que vous avez bien résumé notre position au sein d'une galaxie d'acteurs qui interviennent autour de ce qu'on appelle les inventaires et les différentes catégories d'inventaires. Donc, je vais introduire d'autres vocables qui disent à peu près la même chose, mais qui ne s'intéressent pas nécessairement au même périmètre. Et vous voyez que dans le titre, je voudrais, bien que je sache que vous intéressez peut-être lors de cette session davantage aux gaz à effet de serre qu'aux polluants atmosphériques, intentionnellement lier les deux et vous verrez pour quelles raisons. Alors, un mot effectivement à propos de cette galaxie dont je vous parlais. Donc, le CITEPA est une association qui est un opérateur d'État qui est en fait mandaté par le ministère chargé d'environnement, le ministère de la Transition énergétique, mandaté pour élaborer un certain nombre de statistiques, des rapports statistiques qu'on appelle des inventaires d'émissions. Et il existe plein de sortes d'inventaires d'émissions, comme on va le voir. Et vous voyez qu'autour du CITEPA, qui est le gestionnaire du système national, interviennent, et ceci est défini par un arrêté de 2011, le SNIEBA, Système national d'inventaire d'émissions et bilan dans l'atmosphère, est entouré d'un très grand nombre d'acteurs qui permettent à ces tâches de s'accomplir. Donc, lorsqu'on dit que le CITEPA élabore la série d'inventaires des émissions pour différents usages, il faut se souvenir qu'il appartient à un système, le SNIEBA, où chacun contribue, soit au niveau des sources d'information, soit au niveau de méthodologie, soit au niveau de la vérification. Et donc, vous avez quelques intervenants qui sont, je ne rentre pas trop dans le détail de ceci, mais qui gravitent autour de la production de ces statistiques, qui est une production annuelle. Alors, en fait, quand on regarde au CITEPA les contaminants atmosphériques, donc on distingue plusieurs problématiques. Les problématiques qui sont liées à l'enjeu d'une meilleure qualité de l'air. On va parler des émissions de polluants atmosphériques et on va parler aussi d'effets de serre. Alors, bien sûr, derrière la pollution atmosphérique, vous avez des enjeux de santé, vous avez des enjeux d'acidification, vous avez des enjeux d'eutrophisation des milieux et vous avez des enjeux de pollution photochimique. Vous voyez qu'ici, vous avez... Alors, ça n'est pas la théorie des ensembles mathématiques, c'est beaucoup plus simple que ça. Vous avez des petites bulles, en fait, des périmètres qui délimitent l'ensemble des molécules qui nous intéressent de surveiller et qui sont réglementées. Donc, le CITEPA ne surveille pas ce qu'il souhaite exactement. Il émet des recommandations sur ce qui devrait être surveillé, mais il suit ce qu'on appelle des contaminants réglementés par différents protocoles, différents accords internationaux, où les enjeux français peuvent exister au regard des problèmes environnementaux divers, dont changement climatique et dont qualité de l'air. Donc, vous avez un ensemble de molécules au sein de l'ensemble bleu qui concourent à l'effet de serre. Donc, vous avez le CO2, le dioxyde de carbone bien connu, le méthane, CH4, le protoxyde d'azote, N2O, etc. De nouvelles molécules, certaines sont des hydrofluorocarbones, donc des molécules un peu plus complexes qui font intervenir l'élément fluor et qu'on utilise par exemple
dans tous les systèmes de réfrigération, congélation et chaîne du froid. Et d'autres éléments, SF6 par exemple, qui interviennent et qui ont pour source l'industrie des semi-conducteurs notamment, qu'on peut retrouver aussi lorsqu'on produit ou lorsqu'on détruit un smartphone. Vous voyez ces exemples. Donc un ensemble de molécules qui concourent à l'effet de serre, dans ce qu'on appelle les gaz à effet de serre. Ils sont finalement plus nombreux que ce qu'on a en tête. On parle souvent du CO2, et le CO2 résume à lui seul, c'est vrai, à peu près les 2/3 du problème, d'accord, au niveau mondial. Et puis vous avez des molécules qui sont du registre de la pollution atmosphérique, hein, mais qui peuvent qui peuvent concourir également à l'effet de serre de façon directe ou indirecte. Par exemple, vous allez retrouver les PM10, PM2,5 en bas, PM1, alors ça veut dire les particulate matters, les petites particules plus ou moins fines. Vous avez la taille en microns qui est indiquée par ces chiffres, les particules de diamètre supérieur ou égal à 10 microns, à 2,5 microns, les PM2,5, etc. 1 micron, 0,1 micron. Donc des particules plus ou moins fines qui viennent de différentes sources. Alors, ces particules peuvent être des précurseurs également de l'effet de serre. La fameuse acidification, je la mets plus maintenant à titre historique, puisque c'est un problème en voie de résolution, hein, mais qui avait eu son heure de gloire, si je puis dire, dans les années 80, lorsque les pluies acides ont décimé des forêts entières, notamment dans le nord de l'Europe, de sapins, hein, avec le fameux SO2, le dioxyde de soufre, qui a été en son temps un polluant majeur majeur, responsable également de problèmes de santé, comme vous pouvez le voir dans l'ensemble santé, mais qui concourt également à l'effet de serre. Donc, vous voyez déjà un premier aspect, peut-être ici, qui est que sur l'ensemble des contaminants surveillés, certains de ces contaminants n'ont qu'un effet, si je puis dire, un effet santé ou un effet de serre, mais beaucoup, en fait, de ces contaminants sont à la fois des contaminants intervenant dans le problème de la pollution atmosphérique, dans la qualité de l'air, mais aussi concourent au changement climatique. Donc il y a une sorte de recoupement et aussi de voisinage entre certains polluants atmosphériques et certains gaz à effet de serre. Voilà une idée de l'ensemble des polluants et des gaz à effet de serre suivis par le CITEPA tous les ans pour différents comptes. Alors, lorsque la France, en fait, réalise ces statistiques, elle le fait parce que, comme tous les pays, elle est soumise à une réglementation internationale. La France a signé, au même titre que de très nombreux pays des Nations Unies, des conventions, par exemple la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la célèbre CNUC. Je dis célèbre parce que la CNUC est au centre en fait, de l'accord de Paris, notamment signé en 2015. Donc, il vise à rassembler les efforts des États, motiver, émuler les États, les Nations Unies, au regard de la lutte contre le changement climatique. Mais il y a d'autres protocoles. Un protocole bien connu, le protocole de Kyoto, qui gère également les émissions de gaz à effet de serre, qui a été signé en 1997, qui était entré en vigueur en 2005 et qui s'achève cette année. Et donc, avec cet ensemble de conventions auxquelles a souscrit la France et qui l'oblige à publier des statistiques qu'on appelle les inventaires d'émissions, on réalise tous les ans donc un ensemble d'émissions de gaz à rapporter, notamment les gaz directs, dont j'ai établi la liste ici, et quelques gaz à effet de serre, GES, indirects. Et les années à rapporter, en fait, sont des années qui s'étalent de 1990 à l'année N-2. En fait, du fait de la lourdeur de cette statistique, je vous donnerai un exemple plus tard, mais lorsqu'on soumet, par exemple, cette année, qu'on va le faire après-demain au ministère, la dernière mouture de l'inventaire des émissions de gaz à effet de serre pour la France, eh bien, on va parler des émissions qui ont eu lieu en 2018. En 2019, excusez-moi, en 2019, à fin 2020, mais la statistique sera publiée début 2021. Donc en 2021, on portera un regard le plus fidèle possible sur les émissions en France de l'année 2019. C'est pour ça qu'on appelle N-2.
Et toutes les conventions, je ne rentre pas trop dans le détail, ont des spécificités, des obligations de rapportage, des objectifs. Et notamment, donc, quand on parle de l'accord de Paris, eh bien, on s'inscrit, nous aussi, CITEPA et le système français entier, dans ce qu'on appelle le cadre de transparence renforcée, puisqu'on le verra, ces inventaires doivent réunir certaines qualités. Alors, typiquement, quand au-delà des tableaux Excel, donc imaginez qu'il y a beaucoup de tableaux Excel qui récapitulent par catégorie de sources d'émissions, quelles sont les émissions et pour chaque polluant et pour chaque année, ou bien on dresse des graphiques comme celui-ci, qui est une illustration tout simplement, qui a été vue par l'intervenant précédent également pour la partie France. On retrouve en bleu foncé la trajectoire française des émissions de gaz à effet de serre depuis 1990. Donc, vous voyez une pente plus ou moins constante, qui d'ailleurs en pointillé, si on en croit le scénario SNBC, qui vise la neutralité carbone effectivement à 2050, devrait se poursuivre, au moins avec la même pente. Vous voyez le décalage d'ailleurs, et c'est là où on s'aperçoit et on comprend, grâce à la statistique de l'inventaire, un certain nombre de tendances, de variations d'une année sur l'autre, mais aussi on peut établir des comparaisons par rapport à d'autres périmètres géographiques, le monde entier, donc la trajectoire gris foncé, qui elle part à la hausse, et le monde selon d'autres estimations, et le monde tel que, en pointillé, tel que sa trajectoire devrait être pour que tout le monde concourt à la neutralité carbone en 2050, c'est-à-dire annule ou équilibre ses émissions avec les puits. Donc, vous voyez qu'au passage, c'est presque pas un clin d'œil, mais un regard critique, si vous voulez, qui montre la France sur une trajectoire qu'on peut éventuellement juger comme insuffisante. Elle est légèrement insuffisante aujourd'hui, en tout cas avant l'épisode Covid, qui a baissé les émissions, mais elle était légèrement insuffisante par rapport à une trajectoire très ambitieuse de la SNBC, mais elle n'est pas non plus décalée, elle est tout à fait dans le cadre de ce qui est attendu, mais qui se différencie très nettement d'un cadre mondial, qui lui n'est pas du tout sur la même trajectoire, et qui vous donne une idée de l'effort global que les nations devront faire pour arriver, pour concourir tout ensemble, en 2050 à la nullité des émissions de GES. Alors, je vous ai dit que les inventaires d'émissions devaient réunir un certain nombre de qualités. Vous comprenez bien que si la France, comme les autres pays, doivent rapporter leurs émissions auprès d'instances internationales qui agrègent ces émissions de tous les pays, qui les additionnent pour faire un bilan mondial, eh bien, il faut que ces inventaires puissent être crus et fiables. Et donc, un ensemble de critères qualité réunis sous l'acronyme MRV sont mis en œuvre dans les inventaires de polluants comme de gaz à effet de serre. M pour la qualité de la mesure, et donc pour cette qualité de mesure, nous suivons, comme les autres pays avancés, des bonnes pratiques internationales, des guides méthodologiques, si vous voulez, qui nous disent comment devraient être calculées et rapportées les émissions de gaz à effet de serre comme de polluants atmosphériques. Donc, on n'invente pas véritablement la méthode, mais le CITEPA, comme d'autres, contribue à l'élaboration de ces guides et à l'actualisation de ces guides, puisqu'il y a au CITEPA des experts qui font partie de ce qu'on appelle des rosters, des groupes internationaux d'experts, qui font évoluer ces méthodologies. Toutes ces méthodologies de quantification évoluent au cours du temps et s'améliorent sans cesse. Comme Antoine l'a rappelé, nous existons de 1961, et la France a même le record en la matière, puisque en Europe, seule la France, en 1961, rapportait déjà ses émissions de dioxyde de carbone. Donc, au CITEPA, nous avons toute la série historique des émissions de la France depuis 1961. Et je vous garantis que très, très peu de pays, et c'est le seul d'ailleurs pour 1961, en Europe, peut se targuer d'avoir cette série historique. Mais les pratiques évoluent, elles s'améliorent. Ensuite, vous avez un R, donc il faut rapporter, et le principe de rapportage, cette statistique inventaire, suit un certain nombre de lignes directrices internationales définies dans les grands protocoles et les conventions comme la CNUC. Et enfin, l'inventaire doit être vérifié. Imaginez-vous une statistique qui soit balancée comme ça à la CNUC, dans le cadre de l'accord de Paris. Si cette statistique n'était pas vérifiée par des auditeurs externes,
quelle crédibilité, quelle fiabilité pourrait-on donner à cette statistique? Immédiatement, un tas de gens, à raison, tomberaient dessus sur cette statistique et demanderaient des comptes, en fait, demanderaient des preuves. Or, ces preuves sont apportées par le mécanisme MRV, surtout le V, où des auditeurs viennent tous les ans, un petit peu comme des contrôleurs de gestion, des commissaires aux comptes, et vérifient tous nos comptes carbone, c'est-à-dire toutes les méthodes que nous avons utilisées comme justification en fait, des résultats obtenus. Voilà, donc le MRV est le système qu'on appellera bientôt transparence renforcée et le système qui garantit un certain nombre de qualités aux inventaires. Jérôme, le temps nous est compté et file déjà très vite. Avant de passer au retour d'expérience, est-ce que vous souhaitez encore conclure peut-être en une phrase ou résumer un petit peu les enjeux? Alors, sur les enjeux, je vais passer sur la méthodologie. Peut-être j'avais que 2 diapositives pour terminer, mais je squeeze l'une et je termine sur la seconde. Donc, les inventaires, c'est un niveau national. Mais en fait, quand on ne fait pas que des inventaires de gaz à effet de serre à niveau national, le présentateur précédent en a dit un mot, il y a un niveau infra, il y a un niveau régional, un niveau au niveau des entreprises, au niveau des villes, et on parlera non pas d'inventaire à ce moment-là, mais de bilan d'émissions de gaz à effet de serre. Tout est une question de périmètre. Le périmètre peut être un périmètre géographique, un territoire sur lequel porte l'évaluation des émissions, ou une activité, c'est-à-dire définir une activité qui est à la source de ces émissions. Un décret de 2011 soumet des entreprises, dès lors qu'elles ont plus de 250 salariés, et des villes de 25 000 habitants, à publier leur bilan d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est une sorte de mini-inventaire, si vous voulez, mais avec, et si vous me posez des questions tout à l'heure dessus, je pourrais répondre, avec quelques variantes méthodologiques qui tiennent au fait qu'on va pouvoir inclure dans certains bilans, non pas comme dans les inventaires nationaux, que des émissions directes, mais également une partie des émissions indirectes. Je vous donne un exemple d'émission indirecte et je terminerai là-dessus, puisque l'émission indirecte est aussi au cœur d'un autre calcul qu'on appelle l'empreinte. L'émission indirecte, par exemple, vous êtes dans le secteur automobile. Le secteur automobile, qui consiste à fabriquer des voitures, émet, lors de la fabrication de ces voitures, un certain nombre de gaz à effet de serre. Il faut bien fabriquer des portières, il faut fabriquer un moteur, il faut fabriquer un siège. Et tout ceci réclame de l'énergie. Et en général, quand on fait appel à une source d'énergie, on émet des gaz à effet de serre. Ça, ce sont des émissions directes. C'est ce qui est vu dans l'inventaire national, par exemple. Dans un bilan, ou certains bilans, on encouragera les acteurs, notamment les villes et les entreprises, à comptabiliser également des émissions indirectes. Dans le cas du secteur automobile, de la voiture, ce seront les émissions qui seront faites par les véhicules en mode de fonctionnement. Les émissions issues de la combustion de l'essence, du diesel, lorsque le véhicule est en fonctionnement. Et donc, on conçoit bien que dans la voiture, dans le post-voiture, les émissions directes sont beaucoup plus faibles que les émissions indirectes. Les émissions d'usage de la voiture vont être beaucoup plus importantes que les émissions qui ont été dégagées lors de la fabrication de cette voiture. Donc voilà. Merci Jérôme. Je vais vous dire. Merci beaucoup pour ce résumé. C'est une gageure véritablement de le résumer en si peu de temps parce qu'on perçoit toute la complexité de ces instruments, non seulement si on veut acquérir la base scientifique de compréhension des différentes molécules agissantes dans l'atmosphère, comme vous l'avez expliqué, mais ensuite les différents instruments et méthodologies à disposition pour mesurer les inventaires et les bilans carbone à différentes échelles ou selon différents scopes, ce qu'on appelle les scopes, les périmètres d'activité. Donc, je rappelle aussi que le CITEPA est un centre de ressources, donc vous pourrez tous retrouver de nombreuses publications sur le sujet régulièrement mises à jour sur le site du CITEPA, et nous essaierons de vous faire suivre également des publications à ce propos lors du compte rendu de cet atelier. J'en viens maintenant à une échelle un peu plus proche de ce que vous connaissez tous, l'échelle de l'action dans un contexte de coopération décentralisée. Je vais me tourner vers Fleur Ferry, qui est responsable
la coopération décentralisée au département de Seine-Maritime. En particulier, Fleur, bonjour, vous avez réalisé depuis de nombreuses années, vous réalisez toujours depuis de nombreuses années un projet de COPDES avec le gouvernorat de Kef en Tunisie. Vous étiez lauréat notamment de l'appel à projet de la DAECT, l'appel à projet climat en 2015. Antoine, on ne t'entend plus. M'entendez-vous mieux? Ah oui, là c'est mieux. Après Ok, lauréat 2015. D'accord, ok. Je reprends, excusez-moi. Oui, c'est ça. Ma connexion est un peu instable. Donc après 2015, vous avez réalisé ce plan climat-énergie territorial auprès du gouvernorat de Kef dans le cadre d'une coopération décentralisée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous vous êtes entouré des acteurs techniques pour réaliser ce projet qui s'est transformé petit à petit sur notamment le terrain de l'adaptation, qui s'est décliné en plusieurs autres projets à la fois de planification et d'action de terrain. Comment s'entourer des bons acteurs techniques pour pouvoir appliquer tout ce que nous venons d'entendre de la part de nos deux précédents intervenants, et comment se passe la relation avec ces acteurs techniques sur le terrain. Oui, merci beaucoup de me donner la parole. Effectivement, je vais revenir sur cette coopération entre le département de la Seine-Maritime et le gouvernorat du Kef, donc, qui a démarré en 2014. Quelques mots sur la mise en place de cette coopération. En fait, elle s'est faite sur la base d'un diagnostic à la fois du département de la Seine-Maritime et de plusieurs gouvernorats en Tunisie. Et la comparaison entre les territoires a permis de déterminer un gouvernorat avec lesquels on avait des enjeux de territoire communs et des caractéristiques communes. Donc, le choix du partenaire tunisien a été vraiment fait sur des critères objectifs. Ça a été fait en 2013-2014 et on a déterminé ensemble avec nos partenaires, donc avec le gouvernorat, un certain nombre de sujets prioritaires sur lesquels la coopération allait faire porter ses projets. Un des premiers sujets qui est apparu comme prioritaire, c'est le climat. Pour les deux acteurs, pour les deux partenaires de coopération, mais aussi, je rappelle un peu le contexte, on est effectivement en 2015, 2014, 2015, 2016, on est au moment des COP 21-22, le climat est quelque chose dont on parle beaucoup, et surtout, le propre de la coopération, c'est de travailler sur des enjeux partagés par les territoires qui sont en coopération. Et évidemment, le climat fait partie de ces sujets qui touchent l'ensemble des territoires. Donc ça nous paraissait un sujet particulièrement pertinent. Quelques mots aussi sur un effet d'opportunité. Effectivement, Antoine, vous l'avez dit, on a bénéficié de financement du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères sur les appels à projets climat 1 et 2. Donc ça a été vraiment une opportunité en fait pour cette coopération de faire avancer le sujet et aussi de poursuivre, de convaincre encore davantage les élus qui n'étaient peut-être pas de s'engager sur ce sujet. Donc il y a un véritable effet levier, je veux le souligner vraiment, qu'ont pu avoir ces financements. Et on a été également accompagné par l'ADEME un petit peu plus tard, en 2016, pour la réalisation du plan climat. Pour angler un petit peu mon propos sur les partenariats, en fait, puisqu'on est dans une logique de coopération décentralisée, on va s'appuyer prioritairement sur les services du département et aussi sur les acteurs du territoire. C'est-à-dire que c'est vraiment l'idée de mettre en action, de mettre en mouvement le territoire et les services départementaux autour de la coopération. Il se trouve que le département a construit son plan climat, ça a été dit par les intervenants précédents, c'est des démarches qui sont faites par les territoires également. Donc on avait en interne dans les services départementaux un chargé de mission énergie-climat qui était très porteur et très mobilisé sur ce sujet, sur lequel on s'est appuyé. Et en externe, on a aussi bénéficié de l'accompagnement de l'ADEME, alors à la fois un accompagnement financier, je l'ai dit un peu plus tôt, mais aussi un accompagnement technique
Et ça a été vraiment très utile dans ce projet. Donc, le projet en question, ça a été la réalisation d'un plan climat-énergie territorial à l'échelle du gouvernorat du KEF. En Tunisie, c'était le premier plan climat à l'échelle régionale. Il y avait eu des plans climat, mais à l'échelle plutôt des communes, en fait. Donc, c'était une démarche assez innovante. Et ce plan climat, alors qui a été fait aussi de façon la plus concertée possible, la plus participative, il est arrivé aux conclusions. Donc, il y a eu un bilan, hein, bien sûr, d'émissions des gaz à effet de serre. En fait, on était sur un territoire au KEF qui est structurellement peu émetteur. Du coup, on a beaucoup finalement switché sur non pas la réduction des émissions, mais plutôt l'adaptation du territoire au changement climatique. Donc, le plan climat a fait émerger une quarantaine de fiches actions sur plusieurs thématiques. Et l'idée pour poursuivre le travail engagé à la suite de ce plan climat, parce que c'est toujours un petit peu le problème d'avoir des documents cadres, des documents de présentation, etc., mais qui ne se déclinent pas en projets concrets. Et là, la coopération, elle a besoin de projets concrets. Donc, le PCET a sorti, on va dire, proposé une quarantaine de fiches actions sur plusieurs thématiques. Et on a décidé, gouvernorat du KEF et département de Seine-Maritime, de choisir une ou deux thématiques sur lesquelles on pouvait faire porter des projets. Les critères de choix de ces projets, c'était bien sûr qu'ils soient prioritaires pour le territoire du KEF et aussi que ça corresponde à des compétences et à des enjeux au niveau du département de la Seine-Maritime. D'autres critères, c'était de pouvoir mobiliser, comme je le disais tout à l'heure, le territoire et le département de façon directe, ses compétences et son expertise. Autre critère, d'être sur un sujet sur lequel on puisse agir, parce que dans les actions possibles, il y a un certain nombre de choses qui nous échappent, en fait, sur lesquelles on n'a pas de moyens d'action, ou en tout cas des moyens d'action qui seraient insuffisants pour produire un effet concret. Donc, quand on a rassemblé l'ensemble de ces critères, on est arrivé à faire porter la priorité sur le secteur agricole, qui est un secteur assez important au niveau du KEF et aussi très important en Seine-Maritime. Et ça a été, tout ça, c'est inscrit dans le temps. Là, je vous le raconte de façon très ramassée, mais il faut bien voir que ça s'est inscrit sur un pas de temps très, très important, hein, puisque là, comme je vous le disais, on a démarré le PCET en 2015. Là, on est encore sur les suites du PCET et on est loin d'avoir terminé. Donc, il faut vraiment penser qu'on est dans la durée. Donc, on a déterminé avec nos partenaires cette priorité sur l'agriculture. À partir de ça, on a écrit un projet qui pouvait être la suite en fait du PCET. Et on a eu la chance de pouvoir le soumettre à l'Agence française de développement dans le cadre d'une FICOL. Donc, on a un financement important de l'AFD sur ce projet qui nous a permis, encore une fois, de le mettre en place. Donc, ce projet, en fait, c'est un projet d'étude. C'est en fait un état des lieux et une démarche d'identification d'actions pour améliorer la résilience des activités agricoles au changement climatique. Donc, comme je vous disais, on est vraiment plus sur ces questions d'engagement des territoires autour de la résilience, autour de l'adaptation et de la diminution des effets du changement climatique plutôt que sur la réduction des émissions. Donc, pour cette étude, on a lancé un appel d'offres et on a recruté un bureau d'études, un prestataire. C'est aussi un prestataire extérieur qu'on avait recruté sur appel d'offres qui avait fait le PCET. Donc là, on est dans la même démarche d'aller chercher de l'expertise à l'extérieur. Donc, on a dans l'étude une partie diagnostique et qui va déboucher, là on est en phase 2, on est maintenant sur la question du plan d'action, du choix des projets, qui va déboucher in fine sur des projets. Puisqu'on parle des partenaires en fait et de l'équipe, on va dire, du groupe de travail qu'on peut mobiliser autour de ce sujet-là, moi je voulais insister sur le fait que, comme je l'ai dit en introduction, on est dans une logique de coopération, donc c'est vraiment hyper important de mobiliser les acteurs du territoire et de pas juste laisser l'ensemble des choses entre les mains du BE. C'est-à-dire, alors c'est pas évident parce qu'on est dans des temporalités souvent très différentes.
entre nous, collectivités, et des bureaux d'études, des acteurs privés qui vont avoir d'autres contraintes de temps, d'autres logiques, qui ne sont pas soumis aux questions des élections, qui ne sont pas soumis à tout un ensemble de lourdeurs administratives que nous pouvons avoir à gérer. Du coup, c'est souvent des discussions compliquées, mais qu'il faut avoir. Et surtout, si vous envisagez de rédiger un cahier des charges pour recruter un bureau d'études, c'est vraiment des choses auxquelles il faut penser, les modalités de communication, à quelle fréquence on peut faire des points, quels sont les livrables qu'on peut attendre. C'est des éléments qui sont vraiment importants pour pas que le projet nous échappe, en fait. Parce qu'à la fois, on a besoin de ces expertises extérieures, mais en même temps, on reste commanditaire, maître d'ouvrage, et on a besoin aussi d'être impliqué, de mobiliser nos services et de mobiliser notre territoire. Une dernière petite chose, est-ce que j'ai encore le temps? Peut-être quelques minutes. C'est une chose importante, c'est dans la mesure du possible, ce qu'on a essayé de faire du moins de façon modeste, c'est d'essayer d'avoir à côté de ces études, de ces inventaires, de ces bilans, des petites actions concrètes qui permettent de donner corps un petit peu à ces projets, à ces principes, d'avoir des actions un petit peu pilotes qui se déroulent sur le territoire et qui permettent aussi de convaincre, alors il n'y a peut-être plus beaucoup de sceptiques vraiment, mais il y a encore beaucoup de gens qui vous diront que ça ne sert à rien, les études, ça s'empile sur les bureaux. Donc pour démontrer aussi que ça sert à quelque chose, c'est bien d'avoir des actions pilotes, même si elles sont modestes, mais qui vont se dérouler de façon parallèle à la réalisation de l'étude. Voilà, pour donner chair aussi à cette coopération. Donc, pour vous donner quelques exemples, quand on a réalisé le PCET, on a envoyé notre chargé de mission énergie à travailler avec le gouvernorat de façon parallèle pour faire un diagnostic du patrimoine bâti du gouvernorat, juste en termes d'émissions et de possibilités d'amélioration sur le bâtimentaire. C'est des petites choses, mais c'était très concret. Là, à côté de l'étude, on a une enveloppe sur fonds propres du département de 90 000 € qui va permettre de financer des projets pilotes concrets qui vont être directement sur le secteur agricole de façon immédiate. Là, ça va se faire en 2021. On a aussi travaillé sur la transformation laitière avec des choses très concrètes en associant un groupement de femmes tunisiennes qui est venu se former en France, un accompagnement à la mise en place d'un atelier de transformation laitière, enfin voilà, des choses qui sont vraiment visibles sur le territoire, qui se font en parallèle de l'étude et qui vont soutenir un petit peu et renforcer et permettre aussi de la cohésion en fait au groupe sur ces sujets-là. Voilà. Donc d'essayer d'avoir ce va-et-vient entre les projets de terrain et les études et de s'inscrire dans un temps long. Voilà, un petit peu de façon un peu ramasser les enseignements que moi j'ai pu tirer de ces projets, encore une fois, qui sont en cours. Hein. Là, on est sur l'année 2 du projet FICOL. Voilà, merci beaucoup. Je reste disponible pour toutes les questions si vous en avez. Oui, on vous encourage dès maintenant à poser vos questions dans le chat par écrit ou à ouvrir vos micros en fin de session. Merci beaucoup pour ce résumé à la fois dense et synthétique de cette expérience qui date depuis plusieurs années et donc qui a mobilisé des compétences très différentes. Je me tourne enfin pour conclure un petit peu ce premier temps de l'échange vers Jean-Charles Lardic. Bonjour à vous. Vous êtes ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, directeur de la prospective à Marseille. Et puis, vous avez une grande expérience sur tout ce dont on vient de discuter, puisque vous avez participé aux politiques publiques de développement durable à Marseille pendant près de 15 ans. Vous avez également participé à la réalisation du plan climat de la ville en 2008, avant même que ce soit obligatoire. Et puis, vous avez aussi travaillé au calcul de cette empreinte en carbone, mais écologique, sur votre territoire. On a pu percevoir à travers les propos des trois premiers intervenants, et je pense notamment à cette slide de Jérôme Boutang qui nous rappelait aussi un petit peu l'intrication des enjeux des émissions de gaz à effet de serre avec des enjeux de pollution, mais également des enjeux d'eutrophisation des sols. Ce n'est pas seulement une affaire de carbone, c'est également une affaire sociale, économique, qui peut avoir des impacts très concrets
sur les territoires, et que le climat, ça ne se joue pas tout seul, ça ne se joue pas seulement à travers le prisme technologique. Quelle est votre vision des choses à ce propos sur le rapprochement des agendas, du climat, du développement et autres? Oui, bonjour à tous. D'abord, une petite question d'ordre matériel. Je crois que notre webinaire devait durer de 16h à 17h. Est-ce qu'il y a une prolongation possible? De combien de temps? Puisque je Oui, c'est n'entends vrai plus. que le temps, oui, c'est vrai qu'on est déjà à 17h, et ben, le temps passe vite, mais on peut complètement prolonger. Ceux qui veulent rester sont libres de rester, ils sont les bienvenus, et on a vraiment envie Sinon, d'avoir ce temps d'échange également à la fin. voilà, sinon, je pense que ça vaudrait le coup d'essayer de faire peut-être une séance spéciale sur l'intégration de la lutte contre le changement climatique et ses effets dans des démarches globales et évaluées de développement durable vues au prisme de la coopération internationale. Donc, je propose une session suivante. Mais néanmoins, ce que je vais essayer de gagner du temps et de ne pas prendre un quart d'heure. Bon, à Marseille, exemple, on a conduit une approche classique, même si on a été peut-être un peu en avance sur les autres sur ce point en 2008, avec, après avoir fait une empreinte écologique, calculé une empreinte écologique de la ville, on a fait un plan climat, un premier plan climat et un bilan carbone qui l'accompagnait. Ce qu'il avait de particulier, c'est qu'il s'inscrivait vraiment dans une vision globale de développement durable, et cette politique transverse qui croisait toutes les politiques municipales ouvrait à chaque fois le parapluie du développement durable, de toutes ces préoccupations, si je puis le dire. L'accord de Paris est venu ensuite, je n'insisterai pas, mais à part la brillante intervention de Ronan Dantec qui a permis de faire reconnaître le rôle des villes dans cet accord de Paris, c'est une grande première. Je dois dire que j'ai été assez critique sur cet accord qui était essentiellement technologique, et je pourrais le détailler. Et heureusement qu'on a été sauvé, si je puis dire, par une approche complémentaire qui était les ODD, dont on avait beaucoup moins parlé que l'accord de Paris, et qui permet d'ancrer les démarches climat dans des préoccupations globales, et qui permet de sortir des technologies pour permettre justement ces approches politiques en termes de changement de mode de vie, et des approches qui prennent en compte les spécificités locales, les spécificités territoriales. Alors je crois que ça, c'est propre à bien des villes, mais en particulier aux villes du Sud, pour lesquelles qui sont souvent des villes pauvres. Je pense à Marseille, comme je pense aux villes des autres rives de la Méditerranée, qui n'ont pas forcément des moyens importants pour s'offrir de nouvelles technologies, des technologies comme les villes d'Europe du Nord, et qui souffrent de problèmes sociaux qui nécessitent des politiques globales dont les effets seront non seulement sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais qui porteront des co-bénéfices en termes de lien social, de développement économique local, etc. Donc je suis très rapide puisque c'était la fin, mais on pourrait développer tout ça. Et tout ceci débouche sur la question d'abord de la coopération internationale, parce que qui dit changement de mode de vie, et pas seulement énergie renouvelable et efficacité énergétique, s'ouvre à de vrais échanges de pratiques, notamment en Nord-Sud, parce qu'effectivement, on a beaucoup à rechercher en termes de bioclimatisme, en termes d'utilisation d'espaces extérieurs, d'espaces publics, en termes de tradition, en termes de modèles économiques particuliers dans les pays du Sud. Et donc, c'est vraiment pour la coopération internationale. Et c'est comme ça qu'on voit notre coopération internationale à Marseille, d'ailleurs, en ouvrant à chaque fois tous les sujets qui nous sont proposés. Et bien, effectivement, on essaie de les inclure dans une vision globale. Quand on nous parle de développement touristique à Tripoli, au Liban, et bien, au lieu de faire des marinas, on arrive à orienter les projets vers du tourisme inclusif qui associe la population et qui joue surtout sur l'authenticité. Donc, et tout ça dans des approches globales. Ça débouche donc, je disais, sur des coopérations très riches, et ça débouche sur la question de l'évaluation qui, elle aussi, se prête à des discussions très fortes à l'international, parce que ça permet, quand on réfléchit, ça fait longtemps que je réfléchis sur les questions d'évaluation depuis les années 90, des évaluations justement pas seulement orientées carbone, mais des évaluations très larges, justement qui prennent en compte le développement humain et des alternatives au PIB, qui prennent en compte aussi des questionnements. Et quand on a, mais je dois donc être rapide, quand on a participé à un projet comme CatMed, dont Malaga était chef de file,
qui réfléchissait aux indicateurs de durabilité de la ville. Sur 20 indicateurs, il y en a 2 qui portent sur l'énergie et les émissions de CO2. Tous les autres portent sur des notions de compacité, de ville du kilomètre, si on peut dire, pour reprendre, maintenant on parle de ville du quart d'heure, mais c'est de la même chose qu'il s'agissait il y a déjà 10 ans, pour des politiques publiques qui très indirectement, je dis bien, vont avoir des effets bénéfiques, spontanés, sur la consommation de gaz à effet de serre, sur la consommation de carbone, de combustible et les émissions de gaz à effet de serre, par la compacité, par la proximité. Et ça soulève la question, mais je vais juste la soulever, de l'intégration de la prise en compte de ces politiques dans les évaluations carbone pour bénéficier des finances carbone au niveau mondial, qu'il est bien sûr beaucoup plus facile de mobiliser à partir d'une installation photovoltaïque ou d'économie d'énergie qu'à partir d'un plan d'aménagement de voies cyclables, d'un plan d'urbanisme ou de politique d'alimentation durable. Et je crois qu'il faut faire un plaidoyer, certains me reconnaîtront là-dessus, pour une prise en compte aussi de ces effets souvent indirects, parfois incertains, souvent décalés, vis-à-vis des émissions de gaz à effet de serre produites par des politiques globales, conduites dans des visions systémiques que nous souhaitons partager avec tous les habitants de la planète. Voilà, je crois que j'ai rattrapé. Merci Jean-Charles pour ce résumé extrêmement rapide et efficace. Effectivement, merci beaucoup. Donc, du rapprochement des enjeux climat avec ceux des ODD. Pour ceux qui s'intéressent à la question, CGLU, Cité Gouvernement Locaux Unis, publie un rapport annuel à travers ce qu'on appelle la Global Task Force of Local Governments sur l'appropriation des ODD par les collectivités territoriales. C'est un enjeu majeur d'adapter cet agenda international adopté en même temps que l'accord de Paris au niveau des territoires. Je rajouterais que Cités Unies France, et je salue ici Constance Coucouvi, travaille aussi sur les ODD, que le comité 21 hier faisait une réunion sur l'ODD 17, il est en plein dans le sujet d'aujourd'hui, parce que c'est les partenariats et les coopérations internationales qui sont en plein dans l'ODD 17. Tout à fait, merci beaucoup. J'ouvre maintenant la parole aux participants. Si vous avez des questions à poser, c'est le moment. En particulier, donc je vous invite spontanément peut-être à ouvrir vos micros de votre propre initiative. Si vous avez des questions à l'endroit de Fleur Ferry, je vous encourage à les poser dès maintenant car elle devra nous quitter à 17h15. C'est bientôt Noël, on peut se permettre de dépasser un petit peu. Voilà, la parole est à vous. Je ne vois pas de main se lever, ni de micro s'ouvrir. Si, on a Clémence Bourlet qui nous pose une question dans le chat. Est-ce que les finances publiques arrivent à être en adéquation avec ces plans climat ? Est-ce que quelqu'un souhaite répondre à la question sur les finances publiques et les plans climat? Les finances publiques territoriales, j'imagine, Clémence? Oui, c'était du coup, pardon. C'était du coup plus une question par rapport à la présentation de Jean-Charles et effectivement comment ça se mettait en place, parce qu'évidemment, il y a des choses qui sont sur le papier soit très en avance, pardon, soit aussi dans des démarches vraiment innovantes. Mais voilà, je me demandais effectivement comment après, dans les réalisations et les mises en œuvre, tout ça se coordonnait avec les finances au niveau territorial. Jean-Charles, oui, il y a effectivement énormément de difficultés à obtenir des financements sur des actions globales qui sont souvent des actions de fonctionnement, qui sont quelquefois des actions qui ne coûtent rien aussi, donc, mais qui méritent quelquefois récompense. Mais c'est vrai que les aides publiques ne financent rarement du fonctionnement. Et on se retrouve, les aides publiques financent beaucoup plus facilement des investissements, donc des infrastructures ou des technologies, que
que des changements de mode de vie, que des opérations de communication pour les changements de mode de vie. Et quelquefois, ça se retrouve dans les budgets municipaux, c'est le fonctionnement qui bénéficie malheureusement de tous les coups près, de tous les effets ciseaux, et qui se retrouve en difficulté. Je pourrais citer un exemple, les transports en commun, par exemple. On investit plus facilement dans des bus à haut niveau de service et des bus électriques que dans le covoiturage dynamique en temps réel, qui serait une avancée extraordinaire, mais qui va nécessiter un budget de communication et quasiment pas de budget d'infrastructure. Donc il y a cette logique de l'infrastructure, du bâtisseur en quelque sorte, qui reste très prégnante dans nos villes et qui, à mon avis, freine les démarches de changements sociétaux et leur financement. Merci Jean-Charles. Sur la question des finances publiques, d'ailleurs, j'apprends que Aker et Consult, qui fait partie de ces cabinets de conseil et d'accompagnement technique sur lesquels les collectivités peuvent s'appuyer pour leurs projets climat. Aker et Consult, avec I4CE, l'Institut de l'économie pour le climat, sont en train de réaliser une méthodologie pour décrypter l'évaluation climat du budget des collectivités. Donc là, on est sur un autre aspect, on est moins sur l'aspect évaluation ex post de l'efficacité du projet en termes d'impact, mais on est plutôt sur l'idée d'aller évaluer la compatibilité des budgets avec les objectifs climatiques, entre autres. On l'a bien compris, il ne saurait être évalué en dehors des ODD. Et donc, ça peut aussi vous inspirer sur la planification d'un budget de coopération décentralisée lorsque vous souhaitez y inclure des objectifs climat. Je voudrais dire un mot. Non. Alors, Fleur d'abord et Denis ensuite. Très rapidement, pour rebondir sur ce que disait Jean-Charles, effectivement, je pense qu'il a très bien résumé cette difficulté pour les collectivités de mobiliser des financements sur du fonctionnement, et c'est vrai pour tous les niveaux de collectivité. Et puis c'est vraiment une volonté politique en fait, donc et qui doit être partagée par toute une majorité à l'échelle de chaque collectivité. Donc c'est pas évident, et je pense que c'est encore moins évident dans le contexte actuel là, avec l'année qu'on vient de vivre où les collectivités se resserrent vraiment sur des besoins immédiats, primaires, locaux. Ça devient très très contraint. Et juste une petite parenthèse, parce que je ne l'ai pas cité, mais c'est Aker qui a réalisé le PCET, qui a accompagné la réalisation du PCET du gouvernorat du KEF. Et voilà, et on a aussi, moi j'étais très, très, très contente du travail qui a été fait par ce bureau d'études. Denis Danguet. Oui, bonjour à tous. Et ma question s'adresse à Fleur, que je salue d'ailleurs. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Je crois je suis persuadé que la coopération décentralisée, c'est avant tout le renforcement de capacités, le transfert de compétences, la connaissance territoriale, l'animation du territoire. Fleur l'a dit tout à l'heure, mais je voudrais savoir particulièrement comment, dans tous les travaux qui sont menés depuis maintenant 2015 par le département de Seine-Maritime, justement, cette partie transfert de compétences, parce que ça a été dit, on l'a démontré, le cadre juridique est extrêmement important, il est tout à fait sensible, on a beaucoup de textes, mais il faut, quand on intervient, me semble-t-il, avec des acteurs de coopération, donc sur un autre territoire, aussi prendre en compte l'ensemble de ces cadres juridiques, l'ensemble de ces impacts et textes qui existent ou qui n'existent pas. On a donc tout un niveau d'adaptabilité à mettre en place, et donc ce renforcement de capacité devient absolument fondamental. Je voulais avoir le point de vue de Fleur là-dessus, comment ça a été inscrit, quels sont les atouts qui ont été mis en place et quelles ont été éventuellement les difficultés ou au contraire les richesses que ça a pu apporter. Fleur Ferry. Denis, du coup, tu parlais bien au niveau tunisien là, Oui, tout à fait, au niveau tunisien, absolument. Parce qu'on pourra aussi en parler pour la Seine-Maritime, c'est aussi une vraie question. En fait, au niveau tunisien, la chance qu'on avait, c'est qu'il y a une agence qui est équivalente à l'ADEME, qui est l'ANME, l'Agence nationale de maîtrise de l'énergie, avec laquelle on a beaucoup travaillé, où il y avait déjà une forte expertise technique au niveau national et au niveau local. Donc, c'est vraiment des acteurs sur lesquels on a pu se reposer et
avaient un niveau d'expertise qui leur permettait vraiment de suivre et d'accompagner ce travail et d'être vraiment acteurs de la réalisation de ce PCET. Après, effectivement, il y a un enjeu de transfert de compétences qui se fait, je dirais, parce que comme on est dans des démarches le plus participatives possible, c'est pas toujours évident, mais en tout cas, c'est la tentative qu'on fait d'avoir cette maximum de participation. On voit qu'il y a des choses qui percolent. Il y a des acteurs qui se saisissent du sujet, qui vont même ouvrir sur d'autres thématiques qu'on n'avait pas nous forcément immédiatement identifiées. Mais la difficulté aussi, c'est que c'est très personnodépendant, c'est-à-dire que on peut passer beaucoup de temps avec 1, 2, 3 personnes, 10 personnes qui vont vraiment porter le truc, et puis après, il va y avoir des changements de poste, des gens qui s'en vont, et du coup, il faut remettre les choses sur l'ouvrage en permanence. Merci. Je vous en prie, si vous avez d'autres questions, c'est le moment. On va se quitter dans 5 minutes. Si nous avons fait le tour des interrogations, je ne peux que vous libérer. En vous remerciant d'être resté jusqu'au bout. Vous êtes encore 35, c'est super. Et alors, j'espère que vous avez tous trouvé du plaisir à suivre cet atelier et surtout de l'intérêt pour l'ensemble des propos qui ont été tenus, des propos parfois techniques. C'est le monde du climat. Ça requiert une certaine forme de technicité, de méthodologie mais on est entouré en France, on a cette chance de très très nombreux acteurs techniques comme le CITEPA, mais comme I4CE ou ICANN, comme on parlait, qui peuvent aussi accompagner les collectivités dans leurs projets. On a beaucoup parlé de planification aujourd'hui avec les PCET et tous les instruments d'organisation de l'action territoriale. On peut bien évidemment aller bien au-delà de ces sujets. C'est l'objectif des prochains ateliers. Nous vous donnons rendez-vous donc en janvier. Je ne vais pas vous dire de bêtises sur le jour, je crois que c'est le 17 ou le 19. C'est un mardi en tout cas. Pour le 18 19. Le 19. Mardi 19 janvier, pour le prochain atelier qui portera plus précisément sur les projets de COP-DES Climat, disons, à l'adaptation des territoires au changement climatique. Puis nous conclurons notre cycle en février avec un 4e atelier qui interrogera les pratiques, le futur de la COP-DES et puis la mise en réseau des collectivités entre elles et avec les partenaires pertinents. Merci à tous d'avoir suivi, je vous libère et à très bientôt. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir, merci. Merci Fabien, merci Fleur, merci Jean-Charles. Au revoir, de rien. Au revoir, merci. Merci à tous. Au revoir, Romain, aussi. Merci, bonne soirée Jean-Charles. Et bonjour à Ronan. Ouais, ça marche. Et au revoir, Fleur aussi, et mes associés.